L'apocalypse de la nuit éternelle. Une semaine plus tard, on a frappé à la porte avec insistance. J'ai cru que c'était les secours. Mais finalement, c'était cette sangsue de belle-mère et la famille de Carter. Mon mari Luc a attrapé la machette près de la porte. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Le vent froid a fait entrer 3 silhouettes trempées. C'était Martha, ma belle-mère, et Carter, mon beau-frère, et ma belle-sœur Jessica. Tous les 3 grelottaient, claquant des dents. Dès que Martha est entrée, elle s'est tapée la cuisse et s'est plainte. Carter et Jessica ne cessaient de regarder autour d'eux, leurs yeux balayant le feu et les provisions. Leur avidité débordait presque. J'ai regardé la scène, sous le choc. Soudain, les souvenirs de ces 3-là de ma vie antérieure m'ont assailli. L'apocalypse est arrivé. La nuit éternelle et la pluie verglaçante se sont rapidement abattues sur la ville. Le monde a été soudain plongé dans l'obscurité. Et plus aucune lumière du jour. Tout le réseau électrique s'est effondré en une journée. Les lignes électriques rompues pendaient comme des glaçons. La pluie verglaçante cinglait les bâtiments, formant couche après couche une glace épaisse. Les vitres ont volé en éclats glacés. Les rues étaient bloquées par la glace. Les voitures étaient figées en sculptures de glace grotesques. Les gens se blottissaient dans les coins. Le souffle se transformait instantanément en givre. Luc et moi, avec notre chien Buster, on arrivait tout juste à survivre chez nous. C'est alors que Martha et les 2 autres sont venus demander de l'aide. Nous les avons recueillis à contre-cœur. Mais Martha continuait à faire des favoris. Elle prenait secrètement nos maigres provisions pour les donner à Carter et à sa famille. Quand ça a été découvert, Luc et Martha ont eu une énorme dispute. Martha a encore montré cette même attitude détestable, croyant que l'aîné doit céder au cadet, et que le premier-né est fait pour soutenir le second. Luc en a eu assez. Il a crié à Martha et à ses 2 acolytes de sortir de chez nous. Qui aurait cru que Carter, avec sa bande, se retournerait et nous mettrait dehors, Luc et moi, de notre propre maison, nous laissant dehors pour nous débrouiller? Et Booster s'est fait battre à mort sur notre pas de porte. Dans cette vie, Luc et moi avons été réincarnés 15 jours avant l'apocalypse. On est déterminés à changer tout ça, et à faire en sorte que Martha et ses 2 acolytes reçoivent ce qu'ils méritent. Le 3e jour après notre renaissance, Luc et moi étions assis dans le bureau de l'agent immobilier, serrant nos faux documents de revenus. On s'est clairement réparti le travail. Luc a contracté un énorme crédit à la consommation au nom de Carter. Il a prétendu que c'était pour acheter une maison conjugale. J'ai contracté des prêts en ligne au nom de Martha. J'ai prétendu que c'était pour aider Carter avec sa trésorerie d'entreprise. Luc et moi savions tous les 2 que les provisions sont la priorité absolue dans l'apocalypse. Nous avions besoin d'assez d'argent pour faire des réserves. Mais personne ne sait quand l'apocalypse se terminera. Et personne ne veut rembourser d'énormes prêts après. Pendant que le prêt était en cours de traitement, l'employé vérifiait sans cesse, et Luc gardait son sang-froid. J'ai joué le jeu en retrait. Tout ce que je disais concernait le soutien à Carter. Soudain, Martha a appelé, demandant à Luc 100 000 $ pour acheter une nouvelle voiture à Carter. J'ai vite décroché et j'ai fait semblant de la calmer, disant que nous étions en train de réunir les fonds. Je l'ai amadouée pour qu'elle raccroche tout sourire. Une fois l'argent du prêt arrivé, on s'est immédiatement précipité au marché alimentaire pour faire des stocks. Cette fois, on ne se laissera pas faire. On a traversé la ville en camion de location. La nuit éternelle et la pluie verglaçante n'avaient pas encore tout à fait commencé. Les rues étaient encore animées. Les piétons se pressaient. Personne ne savait que la fin était si proche. Luc et moi, on a fait des provisions comme des fous, en cochant la liste. Plus on avait de provisions, plus on était confiant pour nous venger. Au marché des céréales et de l'huile, on a pris 90 kilos de riz et de farine chacun. Les biscuits compressés et les repas autochauffants s'empilaient comme une montagne, remplissant le camion à ras-bord. On a pris un tas de charcuteries et de saucissons, de ceux qui se conservent. Assez pour tenir toute la longue nuit éternelle. Luc a foncé au magasin de bricolage pour un générateur, du diesel et des pelles. J'ai filé directement à la pharmacie. Médicaments contre le rhume, antipyrétiques, anti-inflammatoires. Plus des compresses et de l'alcool pour les blessures. J'ai presque vidé les rayons. Dans ma vie antérieure, parce qu'on avait manqué de médicaments, Luc a attrapé une infection et de la fièvre à cause d'une petite blessure, et il a failli mourir. Cette fois, je ne laisserai pas cette tragédie se reproduire. En passant devant l'animalerie, j'ai pilé. Je voulais prendre Buster avec moi, mais l'employé a dit que sa pension n'était pas encore terminée. Et puis il fallait que je file à la campagne pour planquer les provisions. Alors j'ai remis ça à plus tard. Je répétais à l'employé de bien s'occuper de lui. J'ai touché la photo de Buster sur mon téléphone. Une vague inquiétude s'est installée en moi. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose allait arriver. Surtout Carter, avec un tempérament pareil, il pourrait déjà être en train de manigancer contre nous. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté dans un magasin d'articles pour la maison. On a pris plus d'une douzaine de couettes épaisses et quelques longues doudounes. On n'a pas oublié le carburant non plus. Le charbon et le bois de chauffage ont rempli la benne du camion à ras-bord. Luc a serré le volant, le visage sombre.
Le temps devenait de plus en plus imprévisible. La nuit éternelle pourrait arriver plus tôt. J'ai hoché la tête, en regardant le ciel s'assombrir dehors. Les néons de la ville clignotaient encore, mais le froid devenait plus vif. Les piétons resserraient leurs manteaux. Personne ne se doutait que cette scène animée serait bientôt engloutie par l'obscurité et le froid. Le camion se dirigeait vers le bunker, chez nous. Les provisions à l'arrière se balançaient doucement à chaque chaos. En m'adossant à mon siège, tout ce que je pouvais imaginer, c'était Booster. C'était un si bon chien. Mais dans ma vie antérieure, il a connu une fin si tragique. Cette fois, je vais le protéger. On a déplacé la dernière caisse de provisions dans le bunker. Luc et moi, on s'est effondrés sur le sol, épuisés. On avait mal partout. Ce bunker nous a été laissé par nos parents. Les murs étaient épais. Il était frais en été et chaud en hiver. Il y avait aussi une réserve cachée. C'était l'endroit idéal pour échapper à l'apocalypse. Dans notre vie antérieure, c'était là que nous avons été chassés par Martha et les deux autres. On n'avait pas le temps de se reposer. On s'est tout de suite mis à le renforcer. Luc a calfeutré les fissures de la porte du bunker avec des planches de bois. Il a recouvert l'extérieur d'une bâche imperméable pour empêcher la pluie verglaçante de s'infiltrer. Pendant ce temps, j'ai trié et organisé les provisions. La nourriture, les médicaments et le carburant avaient chacun leur place. J'ai verrouillé la réserve avec une chaîne. Seuls Luc et moi avions les clés. Luc a remarqué que l'aération était trop petite. Quand la nuit éternelle frapperait, il pourrait devenir difficile de respirer. Il a attrapé ses outils et s'est mis à l'élargir. Il a aussi installé un filtre à air basique pour bloquer le froid et les odeurs du dehors. J'ai installé un poêle de fortune dans le coin. J'ai testé le générateur. Au moment où les lumières se sont allumées, mon anxiété s'est enfin un peu apaisée. J'ai installé le petit lit de Buster à côté du feu. Je l'ai recouvert d'une couette douce. J'ai aussi mis son jouet préféré à l'intérieur. Une fois qu'on aurait récupéré Buster, ce serait notre petit nid douillet. Luc a essuyé la poussière de son visage. Il est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Tout est prêt. Une fois qu'on aura récupéré Booster, on pourra attendre la nuit éternelle en paix. Mais je ne pouvais toujours pas m'empêcher de m'inquiéter pour l'animalerie. J'ai rappelé, mais ça ne passait pas. Le ciel dehors ne cessait de s'assombrir. Le vent hurlait et faisait trembler les fenêtres. La température a chuté de plusieurs degrés en un instant. Luc a froncé les sourcils. Quelque chose ne va pas. On dirait qu'une tempête arrive. On a rapidement inspecté le bunker. On s'est assuré que tout était bien renforcé, et les provisions étaient bien scellées. Le feu flambait, la lueur chaude éclairait nos visages. Mais alors que je regardais le petit lit vide, l'appréhension dans mon cœur ne faisait que grandir. La lueur du feu dans le bunker vacillait. Je réorganisais la liste des médicaments. Le téléphone de Luc sonna soudain. L'écran affichait « Maman ». J'ai levé les yeux vers lui. Mon regard s'est glacé. Je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois. Martha réclamait encore quelque chose. Luc a appuyé sur la touche de réponse. La voix forte de Martha retentit aussitôt dans le récepteur. C'était juste Carter qui voulait une nouvelle voiture. Elle lui a dit de retirer 100 000 $. Luc, suivant notre scénario préétabli, a dit, désemparé, que l'argent était serré. Il ne pouvait pas réunir l'argent pour le moment. L'autre bout du fil a immédiatement explosé. Martha s'est mise à jurer très fort. Elle reprochait à Luc d'être inutile. Il n'était pas capable de gagner de l'argent. Il ne pouvait même pas trouver l'argent pour acheter une nouvelle voiture à Carter. Elle n'arrêtait pas d'insister pour que Luc soutienne Carter. C'était la moindre des choses. Je me tenais à proximité, écoutant ses paroles dures. Dans ma vie antérieure, mes économies avaient été vidées. L'image des souvenirs de mes parents qu'on m'arrachait s'est de nouveau imposée à mes yeux. Luc a raccroché le téléphone. Il a tendu la main et a pris la mienne. Il m'a chuchoté doucement de ne pas me mettre en colère, parce que quand la nuit éternelle viendra, l'argent sera le cadet de leurs soucis. J'ai hoché la tête, mais je savais très bien que la cupidité de la famille de Martha ne se découragerait pas avec un simple pas d'argent. Et effectivement, en moins d'une demi-heure, l'appel de Carter arriva. Il avait l'air évasif. Il a demandé à Luc, de façon détournée, s'il préparait secrètement quelque chose. Il a aussi dit que le temps était étrange dernièrement. Les nuits étaient ridiculement froides. J'ai lancé un regard à Luc. Je lui ai dit de laisser tomber. Luc a compris tout de suite. Il a menti, disant qu'il aidait un ami à gérer une ferme à la campagne. Il leur a dit de ne pas trop réfléchir. Après avoir raccroché, nous avons échangé un regard. Nous avons tous deux lu la méfiance dans nos yeux. Carter était toujours méfiant. Puisqu'il était devenu méfiant, il pourrait enquêter secrètement sur nos allées et venues. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la porte du bunker. Je l'ai entrouverte. Le vent dehors était encore plus froid. Le ciel était anormalement sombre. Il n'était que 4 heures de l'après-midi, mais on aurait dit minuit. La nuit éternelle approchait. Nous n'avions plus de temps. Luke s'est approché de moi. Il m'a dit à voix basse d'accélérer les préparatifs, car la nuit éternelle pourrait venir plus tôt. Nous ne pouvons pas les laisser perturber nos plans. Mais Carter était déjà méfiant. Et s'il découvrait cet endroit avant l'heure, les signes de la nuit éternelle se font plus clairs. Les journées raccourcissent de plus en plus. Même à midi, il n'y a qu'une faible lumière. La température a chuté sous zéro. Parfois, la pluie verglaçante transperce les os. Les infos ne parlent que de conditions météo extrêmes, exhortant les habitants à se préparer au froid. Mais la plupart pensent que ce n'est qu'un coup de froid,
et continue comme si de rien n'était. Luke et moi sommes planqués dans le bunker, en surveillant la météo de près. Il sort chaque jour pour repérer les routes, vérifiant si des inconnus approchent. Je continue de faire l'inventaire de nos provisions, en m'assurant que les médicaments sont tous là, et je déplace le combustible sensible à l'humidité dans un coin sec. Le feu brûle jour et nuit, mais il n'arrive pas à chasser le froid. Ce qui m'inquiète le plus, c'est encore Buster. Toutes les heures, j'appelle l'animalerie, mais je n'arrive jamais à joindre. L'angoisse s'accroche à mon cœur comme des lianes. L'image de la mort horrible de Buster dans ma vie antérieure me hante. Je ne supporte pas de penser à ce qu'il vit en ce moment. Ce jour-là, à midi, les infos rapportent un fait. Certaines zones sont déjà entrées dans de brèves périodes de nuit éternelle. Le réseau électrique a pris un coup. Des coupures de courant commencent dans plusieurs quartiers. La ville à l'écran sombre dans le chaos. Les gens se précipitent pour attraper des provisions. Les rayons des supermarchés se vidant. Luke et moi échangeons un regard. Nous savons tous les deux que la fin arrive vraiment. Ne t'inquiète pas, dit Luke en passant son bras autour de mon épaule. Son ton est ferme. Quand la nuit éternelle frappera pour la première fois, et que la ville sera dans le chaos, on retournera en douce chercher Booster. Je hoche la tête, mais mon malaise ne disparaît pas du tout. Nous nous attelons immédiatement à renforcer le bunker. Luke ajoute une chaîne en fer à la porte du bunker. Moi, pendant ce temps, je déplace les médicaments vitaux et de la nourriture sèche dans une réserve cachée. Le vent dehors devient plus violent. La pluie verglaçante et la grêle martèlent la porte, la faisant trembler. La nuit tombe tôt, enveloppant la terre. Même les étoiles et la lune sont cachées. Je fixe l'obscurité par la fenêtre. Mon cœur est empli de l'image de Buster. Cette soudaine nuit éternelle pourrait-elle me le prendre pour toujours? Le vent stridule tard dans la nuit, charriant de la grêle, qui s'abat violemment sur le toit du bunker. Le monde est plongé dans une obscurité totale. La nuit éternelle et la pluie verglaçante sont officiellement là. Le générateur se met en marche automatiquement. Une lueur tamisée remplit le bunker. Luke et moi nous précipitons immédiatement pour vérifier la porte et les évents. Après avoir confirmé qu'il n'y a pas de fuite, nous poussons enfin un petit soupir de soulagement. À présent, la ville est complètement à l'arrêt. L'électricité et les communications sont coupées. Les rues sont plongées dans le noir. Seuls des cris et des appels épars résonnent de manière stridente dans le vent froid. J'imagine ceux qui n'ont pas fait de provisions à l'avance lutter désespérément contre l'obscurité et le froid. Pendant ce temps, Martha et les deux autres sont coincés chez nous, en ville. Ils n'ont pas assez de vêtements chauds ni beaucoup de nourriture. Ils ne peuvent que se blottir dans un coin avec de fines couvertures, mâchant du pain dur et sec pour tromper la faim. Martha n'arrête pas de se plaindre, nous traitant d'ingrats, disant qu'on se fiche de savoir s'ils vivent ou meurent. Carter fait les 100 pas, anxieux, mais sans aucune solution. Dehors, il fait noir et glacial. Il n'ose pas sortir. Soudain, les yeux de Jessica s'illuminent. Elle se souvient que j'allais souvent à l'animalerie et elle est sûre que Booster y est encore. Allons chercher le chien. Elle se penche à l'oreille de Martha et dit d'une voix sournoise, « Savannah adore ce chien. On va utiliser le chien pour la menacer. Elle n'aura pas d'autre choix que de se montrer. Et elle nous donnera les provisions. » En entendant cela, Martha se redresse aussitôt, se frappe la cuisse et dit que c'est une excellente idée, et pousse Carter et Jessica à y aller. Carter hésite. C'est trop dangereux dehors, dans la nuit éternelle, mais il ne peut pas supporter les reproches de Martha et les instances de Jessica, et finit par accepter d'un signe de tête. Il se prépare rapidement, sommitouflant dans les vêtements épais qu'ils ont. À la faible lumière de la lune, ils avancent en trébuchant vers l'animalerie. La pluie verglaçante leur fouette le visage comme des couteaux, mais ils ne peuvent qu'avancer pour survivre. Et pour exploiter ma faiblesse, Luke et moi sommes encore en train de planifier comment aller chercher Buster, sans jamais imaginer qu'ils ont déjà Buster dans le collimateur. Une confrontation au sujet de Buster est sur le point de commencer. Dans l'obscurité de la nuit éternelle, Carter et Jessica affrontaient la pluie verglaçante et avançaient à tâtons vers l'animalerie, où il faisait noir comme dans un four. La porte d'entrée était verrouillée, avec juste une vitre, tandis que les cris affolés des animaux s'échappaient de l'intérieur, alors Jessica a trouvé une pierre, et l'a lancée violemment sur la vitre dans un grand fracas. La vitre a volé en éclats, des éclats tranchants se sont éparpillés sur le sol, les deux ont soigneusement grimpé par la fenêtre, le magasin était dans un état pitoyable, les étagères étaient renversées, la nourriture était éparpillée partout. Les animaux couraient partout, terrorisés. Buster a entendu le vacarme et a émis un gémissement bas et pitoyable. Carter a suivi le son et l'a trouvé, l'a attrapé par le collier, et lui a mis la laisse de force. Booster s'est débattu désespérément, aboyant furieusement contre eux, mais il était petit et ne faisait pas le poids face à Carter, alors il a été traîné, impuissant. Jessica suivait derrière, attrapant même quelques sacs de croquettes en chemin avec un air suffisant. De retour à la maison, le visage de Martha s'est illuminé dès qu'elle a vu Buster, et elle a tendu la main pour le caresser, mais Buster s'est écarté et a montré les dents, le visage de Martha s'est assombri, et elle a levé le pied pour frapper, mais Jessica l'a arrêté, disant « Maman, ne le frappe pas, c'est notre monnaie d'échange, car les communications sont complètement coupées, et ils n'ont aucun moyen de joindre Luke et moi directement. » Carter a une idée, laisser un mot à la porte de notre quartier et coller une photo de Buster à côté. Le mot était plein de menaces, disant que si nous ne nous montrions pas, il ferait souffrir Booster. Luke et moi faisions les 100 pas dans le bunker, paniqués, inquiets pour la sécurité de Booster,
et nous avons convenu de partir en ville dès l'aube, même si cela signifiait nous mettre en danger pour ramener Buster. Quand une faible lumière est apparue dans le ciel, nous nous sommes emmitouflés dans d'épaisses doudounes et nous avons conduit en ville. Nous sommes d'abord allés à l'animalerie et nous l'avons trouvé complètement saccagé, et Buster était introuvable, l'angoisse dans mon cœur a grandi, puis Luke et moi sommes allés dans notre quartier, pour trouver l'entrée déserte, avec seulement le mot et la photo de Buster encore collés au mur. J'ai regardé les yeux terrifiés de Buster sur la photo, et mon cœur s'est serré de douleur. La rage a instantanément obscurci mon esprit, et j'aurais voulu rentrer à la maison immédiatement et déchirer ces 3 lames membre par membre, mais Luke m'a retenu, me disant à voix basse de ne pas agir à la légère, car ils avaient Buster, et que forcer notre entrée ne ferait que le mettre en danger. J'ai fixé ce mot. Mon sang bouillait. Je voulais juste rentrer en courant et leur faire face. Luke tenait fermement mes épaules. Il a dit calmement, ils essaient juste de nous provoquer, et foncer ne ferait que mettre Buster en danger. On devrait jouer le jeu, puis récupérer Buster en douce quand on pourra. J'ai pris une profonde inspiration, en refoulant la colère qui montait en moi. Il avait raison, Buster est mon point faible. Je ne peux pas risquer sa sécurité. On s'est glissé vers la maison. Chaque pas était d'une prudence extrême. J'avais déjà élaboré un plan dans ma tête. Il régnait un silence de mort autour de la maison. Seul le bruit de la pluie verglaçante frappant le sol. De loin, j'ai aperçu Carter qui guettait près de la porte. Ses yeux balayaient les alentours avec méfiance. Luke m'a donné un coup de coude, me faisant signe de rester calme. On s'est avancé lentement. Martha s'est aussitôt approchée de nous. Son regard nous a balayés, comme si elle vérifiait si on avait apporté des provisions. Elle a tiré Buster vers elle exprès, tenant fermement la laisse. Elle a menacé, si vous voulez le chien, vous devez nous emmener avec vous et nous donner assez de provisions, pendant que Buster se débattait en me voyant. Il gémissait pitoyablement. Ses yeux suppliaient. J'ai affiché un air de reddition. D'un ton neutre, j'ai dit que je pouvais les emmener. Mais le bunker a des réserves limitées. Tout juste de quoi survivre. Jessica a immédiatement insisté pour connaître l'emplacement du bunker. Sa cupidité se lisait sur son visage. J'ai été vague, disant qu'on attendrait la nuit, pour éviter d'être suivis. Au cas où d'autres viendraient voler nos provisions. On serait tous foutus. Comme prévu, Martha et les 2 autres ont mordu à l'hameçon. Ils étaient désespérés. Ils voulaient juste survivre en nous suivant. Ils n'ont jamais rien soupçonné. Martha nous a chaleureusement invités à entrer. Puis, avec une fausse gentillesse, elle nous a versé de l'eau chaude. Luke et moi avons échangé un regard. Nous avons tous 2 vu la même certitude dans les yeux de l'autre. Ce soir est notre meilleure chance de récupérer Buster. Au moment où nous sommes entrés, une vague d'air froid et humide nous a frappés. À l'intérieur, il n'y avait qu'une faible lumière de secours. Martha et les 2 autres étaient blottis dans le coin sous de fines couvertures. Leurs yeux étaient pleins d'épuisement et d'avidité. Buster était attaché près de la porte, et s'est immédiatement tu en me voyant, se frottant contre ma jambe d'un air peiné. J'ai résisté à l'envie de la caresser. Martha et les 2 autres gelaient depuis des jours, alors ils avaient tous le moral bas. Surtout une fois la nuit tombée, ils dormaient très profondément. C'était l'occasion parfaite pour nous. Luke et moi avons fait semblant d'être épuisés, et nous sommes adossés au mur pour nous reposer. En observant secrètement les 3, nous attendions patiemment le milieu de la nuit. L'obscurité de la nuit éternelle paraissait particulièrement longue. La pluie verglaçante s'est progressivement calmée. Dehors, seul le vent hurlait. Martha et les 2 autres dormaient déjà à point fermé. Leurs ronflements se succédaient. Luke se leva sans bruit, sortit de sa poche les outils qu'il avait préparés, et s'approcha lentement de la nouvelle serrure que Carter avait installée récemment. Il la tripota doucement, craignant de faire le moindre bruit. Je m'approchais lentement de Buster, je m'accroupis et caressais doucement sa tête, la réconfortant du regard. Buster se frotta obéissamment contre ma main, sans faire de bruit, seule sa queue remuait doucement, montrant à quel point elle était heureuse. Très prudemment, je détachai la corde autour de son cou, et la pris dans mes bras, me déplaçant aussi légèrement qu'une plume. Juste au moment où nous allions quitter la maison, un faible bruit se fit soudain entendre derrière nous. Mon cœur se serra, et je retins immédiatement mon souffle. Luke aussi s'arrêta net, et regarda la maison d'un air méfiant. À la faible lumière de secours, nous avons vu Jessica se redresser, se frottant les yeux, et scrutant la pièce d'un air confus, comme si quelque chose l'avait réveillée en sursaut. Luke et moi tenions Buster, et nous sommes rapidement glissés dans la ruelle à côté de la maison, en nous collant contre le mur, n'osant pas respirer. Jessica s'est dirigée vers la porte, a regardé dehors un instant, et marmonna, « C'est bizarre, pourquoi on dirait qu'il y a quelque chose ?» Ne voyant rien d'anormal, elle bâilla à nouveau. Elle se retourna et rentra à l'intérieur, puis se recoucha. Une fois complètement endormis, nous avons enfin osé bouger. Tenant Buster, nous avons couru jusqu'à la voiture garée, y avons sauté, démarré le moteur, et conduit vers le bunker. J'ai regardé Buster, maintenant calme dans mes bras, et j'ai senti une partie du poids se soulever de mon cœur, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelqu'un nous observait par derrière.
Est-ce que Jessica avait vraiment été réveillée par hasard? La voiture a quitté la ville, en direction du bunker en pleine campagne. Buster, dans mes bras, se détendait lentement, se blottissant sur mes genoux, et poussant un petit ronflement doux. Je caressais doucement son pelage, les larmes aux yeux, si heureuse de l'avoir enfin retrouvé. Cette fois, je ne le laisserai plus jamais se faire blesser. De retour au bunker, Luke a tout de suite vérifié la voiture, a effacé les traces de pneus, et l'a garée dans un coin caché pour éviter d'être repéré. J'ai mis Booster dans le petit lit que j'avais préparé, et je lui ai mis de l'eau tiède et des croquettes. En le regardant dévorer, j'avais le cœur serré pour lui. On était loin de se douter, Jessica ne s'était pas réveillée par hasard. En fait, pendant qu'on faisait semblant de se reposer, elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle faisait juste semblant de dormir profondément. Après notre départ, elle a aussitôt réveillé Martha et Carter. Savannah et les autres ont dû repartir vers le bunker, dit Jessica, sûre d'elle. On suivra les traces de pneus, et on le trouvera à coup sûr. Carter a hésité. La nuit éternelle ne s'est pas dissipée, et la pluie verglaçante tombe toujours. Conduire là, bas est trop dangereux. Mais dès que Martha a entendu qu'ils pouvaient nous trouver, elle s'est enflammée. Elle a frappé la table et crié « De quoi as-tu peur ? Si on ne les rattrape pas, on finira par mourir de faim ici, tôt ou tard. » Tous les trois ont rapidement fait leurs bagages, emmitouflés dans tous leurs vêtements épais, et suivant les traces discrètes laissées par notre voiture, ils ont pris leur propre voiture en direction du bunker. La pluie verglaçante redoublait, et la glace s'accumulait sur la voiture, les vitres et les rétroviseurs. Martha a frissonné et juré, s'en prenant à Carter pour son inutilité, et à Jessica pour cette idée stupide. Mais au fond, ils savaient tous que c'était leur seule façon de survivre, alors ils ont serré les dents et continué leur route. De retour au bunker, nous savourions le calme d'avoir retrouvé Buster, complètement inconscient qu'une nouvelle crise approchait à grands pas. Le lendemain matin, je tenais Buster près du feu, en préparant le petit déjeuner. Soudain, des coups insistants ont retenti à l'extérieur du bunker. Mêlés aux cris perçants de Martha, Luke et moi nous sommes figés, le visage blême. Ce que j'avais dans les mains est tombé par terre. On n'arrivait pas à croire qu'il nous avait vraiment retrouvés ici. Luke a attrapé la machette près de la porte. Le regard froid comme la glace. J'ai caché Buster derrière moi. Je me suis avancé lentement vers la porte du bunker. J'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai entrouverte. Dehors se tenaient Martha et les deux autres, trempés jusqu'aux os, les cheveux gelés, les lèvres blouies par le froid. Ils nous regardaient comme si nous étions leur planche de salut. Puis ils ont fait irruption. Ils se sont installés près du feu sans demander la permission, se frottant frénétiquement les mains et les pieds gelés. Martha s'est frappé la poitrine, haletante et se plaignant de la difficulté du voyage, nous accusant de les avoir abandonnés exprès, et d'être sans cœur. Jessica inspectait le bunker. Quand elle a vu la montagne de provisions, ses yeux brillaient de convoitise. Elle semblait prête à se jeter dessus et à tout s'approprier. Luke a serré la machette. Il a lancé froidement « Comment avez-vous trouvé cet endroit? Sortez, vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Puis Martha a immédiatement piqué une crise. Elle s'est laissée tomber par terre, en se frappant les cuisses et en hurlant, criant que Luke était un fils horrible, et qu'il voulait les laisser mourir de faim. Elle a exigé que les gens du coin le jugent. Carter a renchéri, disant qu'il était le propre frère de Luke, et qu'il était naturel que Luke le recueille. Il a insisté, il restait. Luke et moi avons échangé un regard. Nous avons tous les deux vu la même tolérance réticente dans les yeux de l'autre. Les forcer à partir maintenant ne ferait que provoquer un affrontement violent. Si les provisions étaient abîmées ou si Buster était blessé, ça ne valait pas le risque. Nous n'avions pas d'autre choix que de faire des compromis pour l'instant, et de les laisser rester sans rien dire. Voyant cela, Martha et les autres sont devenus encore plus audacieux. Martha m'a ordonné de cuisiner. Carter a attrapé la viande séchée près du feu. En les voyant agir avec tant d'arrogance, la haine dans mon cœur ne cessait de monter. Je complotais secrètement pour faire en sorte que ces trois-là récoltent ce qu'ils ont semé. Mais ils refusaient de partir, et ils avaient leurs yeux sur nos provisions. Quels ennuis allaient-ils encore provoquer? Martha et ces deux-là avaient fait comme chez eux dans le bunker. Ils devenaient de plus en plus audacieux. Ils ne levaient jamais le petit doigt. Tout ce qu'ils faisaient, c'était manger et dormir. Ils épuisaient les provisions à une vitesse folle. Martha a même fait de moi sa servante personnelle. La moindre petite chose la faisait crier. Elle me donnait des ordres. Ils agissaient comme si le bunker leur appartenait. Ce matin-là, quelqu'un a frappé à la porte du bunker. C'était Monsieur Henderson, le voisin d'à côté. Il était emmitouflé dans une épaisse doudoune. Il tenait un panier à bois vide. Il a parlé d'un air gêné, disant qu'il n'avait presque plus de combustible. Il voulait emprunter du bois de chauffage. Monsieur Henderson était un homme honnête. Dans la vie antérieure, il nous avait secrètement aidés. Mon cœur s'est adouci. J'allais accepter. Mais Martha a parlé la première. Son ton était dur. Elle a levé les yeux au ciel et dit que nous avions à peine assez pour nous-mêmes. Comment pourrions-nous t'en donner? Vous, les ploucs, vous ne valez rien. Vous n'êtes même pas capable de supporter une petite difficulté. Le visage de Monsieur Henderson est devenu tout rouge. Il est resté là, gêné et désemparé. Ses lèvres ont bougé. Mais au final, il n'a rien dit. Il a fait demi-tour pour partir. Luke s'est précipité pour l'arrêter. Il a attrapé une brassée de bois dans la pile et l'a fourrée dans les mains de Monsieur Henderson.
Anderson. Il a souri et dit « Monsieur Anderson, tenez, prenez-le. On en a en masse. » Monsieur Anderson l'a rapidement remercié. Il s'est dépêché de partir, serrant le bois contre lui. Martha a vu ça, et a tout de suite crié à Luke « T'es bête, donner des choses à des gens de l'extérieur. Et si on manque nous-mêmes ?» Luke lui a lancé un regard froid. Il n'a rien dit. J'ai observé la scène. J'ai ricané intérieurement. Dans la vie antérieure, Martha était tout aussi arrogante et grossière. Elle méprisait les ploucs. Quand elle a finalement connu des temps difficiles, elle a dû compter sur la charité des gens du coin juste pour survivre quelques jours de plus. Pourtant, elle ne les a jamais remerciés. Bien sûr, après le retour de Monsieur Anderson, il a raconté aux autres villageois ce qui s'était passé. Les villageois s'étaient toujours entraidés. En entendant à quel point Martha était malveillante, ils se sont tous sentis pleins de ressentiment envers elle. Ils jasaient dans son dos, disant qu'elle n'avait aucune manière et qu'elle était ingrate. Martha ne savait pas encore que son arrogance avait semé les graines de sa propre chute. La colère des villageois allait bientôt déborder. Et quand ce jour viendra, comment va-t-elle s'y prendre? Martha a vu que le bunker était bien approvisionné. Sa cupidité ne cessait de grandir. Elle a commencé à cacher secrètement de la nourriture et des vêtements chauds. Quand Luke et moi ne regardions pas, elle les apportait en cachette à Carter et Jessica. Elle leur a dit de bien cacher le butin, pour qu'on ne se doute de rien. Jessica était rusée. Elle ne pouvait pas quitter des yeux les provisions. Cette nuit-là, après que Luke et moi étions profondément endormis, Jessica a tiré Carter à l'écart et lui a chuchoté qu'il devrait sortir des provisions en cachette pour les vendre aux autres villageois et les échanger contre d'autres choses. De toute façon, ces provisions seront à nous, tôt ou tard. Alors pourquoi ne pas les monnayer? Se constituer un bas de laine. Carter hésitait. Il avait peur qu'on le découvre. Mais Jessica insistait. Finalement, il a acquiescé et accepté. Quand Martha l'a appris, elle a d'abord été méfiante. Elle avait peur qu'on se fâche et qu'on les mette à la porte. Jessica a dit « Maman, de quoi as-tu peur? Savannah et Luke n'oseront pas s'attaquer à nous. D'ailleurs, les villageois manquent de provisions. On leur rend service. Et en plus, on gagne de l'argent. Bonne idée. » Martha était convaincue. Elle leur a donné son feu vert en silence. Car cette nuit-là, pendant que nous dormions profondément, Jessica s'est glissée jusqu'à la porte de la réserve. En utilisant l'endroit repéré pendant la journée, elle a tâtonné et attrapé quelques boîtes de repas autochauffants. Elle a aussi pris 2 couvertures. Puis elle les a données à Carter. Carter les a cachées dans son manteau. Puis il est sorti prudemment du bunker. Il s'est dirigé vers le lieu de rassemblement des villageois. Quand je me suis levée cette nuit-là, j'ai aperçu Carter rôder en cachette. Je me suis figée. Je me suis cachée dans l'ombre et j'ai observé. Après son départ, je suis retournée au lit et j'ai raconté à Luke ce que j'avais vu. Le regard de Luke s'est refroidi. Il voulait sortir en courant et le ramener immédiatement. Je l'ai arrêté et j'ai dit « Attends, laisse-les faire des bêtises. Nous n'avons qu'à attendre et voir. Voyons quels autres tours ils ont dans leur sac. Ensuite, nous réglerons les comptes. » Carter a vendu les provisions sans problème et les a échangées contre des céréales et de la volaille. Il est revenu au bunker en se pavanant, tout suffisant. Il pensait que tout était un secret. Mais il n'avait aucune idée que nous avions tout vu. Une fois la graine de la cupidité plantée, elle pousse à une vitesse folle. Après avoir goûté aux bénéfices, allait-il tenter le diable plus loin et faire quelque chose d'encore pire? Le lendemain matin, pendant que Luke et moi étions dehors à explorer les environs, Carter s'est faufilé dans la réserve et a pris quelques provisions. Il est ensuite allé troquer avec les villageois. Cette fois, il est devenu encore plus gourmand. Il a fait des demandes exorbitantes. Une boîte de repas autochauffants contre un demi-sac de grains des villageois. Une couverture contre un poulet. Les prix étaient dingues. Les villageois étaient mécontents, mais avec la nuit éternelle et les provisions qui s'épuisaient, il n'avait pas d'autre choix que de serrer les dents et accepter. Carter a vite écoulé toutes les provisions. Il est reparti avec un tas de grains et de volailles. Il est revenu au bunker en se pavanant et a caché la marchandise. Il a même glissé quelques œufs à Martha. Martha souriait jusqu'aux oreilles. Elle a encore plus adhéré à la suggestion de Jessica. Quand Luke et moi sommes rentrés, nous avons vu d'un coup d'œil qu'un tas de provisions avait disparu. La porte de la réserve était verrouillée, mais j'y avais mis une marque exprès. Il était évident que quelqu'un y avait touché. Nous avons fait semblant de ne rien voir. Au dîner, nous avons rappelé tranquillement à tous les 3. Les provisions sont limitées, alors il faut les rationner. Ne gaspillez rien, a répété Martha avec hypocrisie, disant qu'elle les tiendrait à carreau. Mais dans leur dos, elle les poussait à continuer le troc. Au cours des jours suivants, Carter et Jessica sont devenus plus audacieux. Ils n'arrêtaient pas de voler des provisions pour les vendre. Ils ont même pris les médicaments que j'avais stockés et les ont vendus. Ils ont eu le culot de demander une livre de grains pour une boîte de médicaments contre le rhume. Le prix était scandaleusement élevé. Un villageois a acheté le médicament, mais après l'avoir pris, non seulement ça n'a pas marché, mais ça a en fait aggravé son état. C'est là qu'il a réalisé que c'était périmé. Un autre villageois s'est fait arnaquer par Carter et lui a remis ses marchandises. Mais il n'a jamais reçu ce qui lui avait été promis. Les villageois ronchonnaient tous. Mais par respect pour Luke et moi, ils se sont tus pour l'instant. Mais le ressentiment continuait de grandir. Les regards qu'ils lançaient vers le bunker devenaient de plus en plus hostiles. J'ai tout observé,
sachant très bien que la patience des villageois s'épuisait. Les combines de Carter et Jessica finiraient par déclencher la colère générale. Et c'était exactement ce que je voulais. Ce que je n'avais pas prévu, cependant, c'est qu'ils osent toucher aux médicaments, un acte vraiment sans cœur. Ça ne ferait qu'accélérer leur chute. Est-ce que les villageois allaient laisser passer ça? La combine louche de Carter et Jessica. La nouvelle a vite fait le tour du village. De plus en plus de villageois ont débarqué chez nous, encerclant le bunker et se plaignant. Certains montraient des médicaments périmés, en disant qu'ils allaient plus mal après les avoir pris. Certains criaient que Carter les avait arnaqués. Il a pris leurs provisions mais les a arnaqués. D'autres disaient qu'il avait fait flamber les prix. Il n'avait aucun cœur. Luc et moi avons fait comme si on venait de l'apprendre. On s'est excusé auprès des villageois, l'air coupable, en disant qu'on n'avait pas su garder notre famille sous contrôle, et qu'on leur avait fait subir beaucoup de choses. J'ai tout de suite attrapé des médicaments tout neufs dans la réserve, et je les ai distribués aux villageois touchés. Je leur ai aussi donné du grain pour compenser. Voyant à quel point on était sincères, et ayant reçu un dédommagement, ils ne pouvaient pas pousser plus loin. Ils sont tous partis. Après leur départ, Luc a déboulé dans la pièce du fond et y a trouvé Carter et Jessica. Il les a enguirlandés pour ce qu'ils avaient fait. Il a exigé qu'ils rendent tout ce qu'ils avaient pris aux villageois. Sinon, il les mettrait dehors. Martha est immédiatement intervenue pour les protéger. Les mains sur les hanches, elle a disputé Luc. Tu prends le parti des gens de l'extérieur. Elle a dit que les villageois faisaient tout un plat de rien et qu'ils cherchaient la bagarre exprès. Jessica a rétorqué que c'était un échange honnête. Les villageois l'ont accepté de leur plein gré. Si quelque chose tournait mal, ce n'était pas son problème. Carter a renchéri, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal. Il a aussi dit que Luc exagérait et que Luc les privait de leur source de revenus. Voyant à quel point ces trois-là étaient déraisonnables, j'ai senti ma colère monter. Dans ma vie antérieure, ils étaient tout aussi égoïstes. Ne pensant qu'à eux, à personne d'autre. Je me suis avancée. Je les ai fixés d'un regard glacial. Mot à mot, j'ai dit « Rendez tout ». Ou je laisserai les villageois venir l'exiger eux-mêmes. Martha était intimidée par ma détermination, et a reculé pour l'instant. Mais elle me lançait toujours un regard noir. Carter et Jessica ont baissé la tête, sans oser parler. Mais leurs yeux étaient pleins de défis. Bien qu'ils aient cédé, et rendu les affaires, la haine dans leur cœur, n'a fait que grandir. Je savais qu'ils ne laisseraient pas tomber. Ils allaient sûrement se venger en cachette. Et même si les villageois s'étaient calmés pour l'instant, leur opinion sur ces trois-là s'était complètement dégradée. Si un problème survient à nouveau, ça ne se réglera pas si facilement. Qu'est-ce qu'ils feraient pour se venger de nous? Après que Luc a crié sur Martha et les deux autres, ils étaient furieux, mais ils n'osaient pas s'en prendre à moi et à Luc, alors ils se sont défoulés sur Booster. À leurs yeux, Buster était mon point faible, et blesser Booster était le meilleur moyen de m'atteindre. Ce matin-là, je suis sortie chercher de l'eau, pendant que Luc renforçait la porte du bunker, ne laissant que Martha et les deux autres dans le bunker, où Booster dormait près du feu, profondément endormi. Martha a vu ça et s'est approchée à pas de loup, donnant un coup de pied en plein ventre à Buster, en jurant « Les animaux resteront toujours des animaux », accaparant la meilleure place pour dormir et gaspillant la nourriture. Booster a hurlé de douleur et a bondi pour esquiver, mais Jessica lui a barré le passage, en tirant d'un coup sec sur sa laisse, et en le traînant dans le coin, en grognant qu'elle le battrait à mort s'il faisait encore un bruit. Buster tremblait comme une feuille, recroquevillé dans le coin, gémissant pitoyablement, trop effrayé pour bouger. Luc a entendu les jappements de Buster et est arrivé en courant, et voyant ce qui se passait, ses yeux se sont glacés, tandis qu'il poussait Jessica de côté, et plaçait Buster derrière lui, en rugissant aux trois « Si l'un de vous ose encore toucher à Buster, je ne ferai aucun quartier ». Martha a vu ça et a immédiatement piqué une crise, se laissant tomber par terre et hurlant, disant que Luc préférait protéger un chien que de protéger sa propre famille, et a même traité Luc de mauvais fils. Carter a renchéri, accusant Luc de favoritisme, disant que ce n'était qu'un chien et qu'il n'y avait pas de quoi faire tout un plat. À cet instant, je suis revenue, et voyant Buster blessé et tremblant de partout, et entendant les trois jurer, j'ai vu rouge immédiatement, attrapant une bûche et m'apprêtant à frapper, mais Luc m'a retenu, je les ai défiés du regard. Le ton meurtrier, si l'un de vous ose lever la main sur Buster à nouveau, vous foutez le camp d'ici tout de suite, et même si vous crevez de froid dehors, ne comptez pas sur moi pour m'en soucier. Martha et les deux autres ont reculé sous mon regard et ont laissé Buster tranquille pour le moment, mais leurs yeux étaient pleins de venin, et complètement enragés. Allait-il faire quelque chose d'encore plus fou pour se venger de moi et de Booster? La nuit éternelle et la pluie verglaçante s'intensifient. La neige s'accumule devant le bunker. Elle arrive presque à la porte. La température est descendue à des dizaines de degrés sous zéro. Chaque respiration gèle dès qu'elle sort de la bouche. Sortir est devenu incroyablement difficile. Un faux pas et vous gèlerez sur place. Luc et moi avons intensifié le comptage et le stockage de nos provisions. Nous avons pris le grain et les médicaments qui pouvaient s'humidifier, et les avons déplacés dans la partie la plus sèche de la réserve. Nous avons aussi renforcé les murs du bunker. Nous les avons enveloppés dans des couches de bois et de bâches imperméables, pour éviter qu'ils ne s'effondrent sous la neige. Buster sortait rarement, lui aussi. Il passait la plupart de son temps recroquevillé près du feu. Il surveillait
Martha et les deux autres avec méfiance. Mais l'équipe de Martha ne montrait aucun sentiment d'urgence. Ils continuaient à gaspiller nos provisions sans réfléchir. Tout ce qu'ils faisaient chaque jour, c'était manger et dormir. Et ils se plaignaient constamment du bunker. Pas de chauffage. La nourriture n'était pas assez bonne. Ils ne levaient jamais le petit doigt. Au contraire, ils pensaient que Luc et moi nous occupions d'eux était tout à fait normal. Alors que la pluie verglaçante s'intensifiait, les rivières et les puits du village ont complètement gelé. Les villageois étaient désespérés à cause du manque d'eau. Ils devaient errer partout à la recherche d'eau potable. Beaucoup de gens, après avoir cherché en vain, mouraient de soif. Quand Luc et moi l'avons appris, nous avons immédiatement sorti une partie de notre réserve d'eau potable et l'avons partagée avec les villageois dans le besoin. Ce n'était pas tout. Nous avons aussi mené les villageois à la rivière. Avec des pelles et des haches, nous avons brisé la surface gelée. Pour atteindre l'eau, les villageois ont travaillé ensemble et ont rapidement ouvert un trou dans la glace. Le problème de l'eau était résolu. Tout le monde était profondément reconnaissant envers Luc et moi. Ils trouvaient le comportement de Martha et des autres encore plus difficile à supporter. Dans leur dos, ils disaient tous qu'ils étaient paresseux, bons à rien et ingrats. Quand Martha a vu Luc et moi aider les villageois, elle était remplie de ressentiment. Elle nous traitait d'idiots en privé, disant que nous aurions dû garder l'eau pour nous. Les yeux de Jessica ont balayé la pièce, alors qu'elle échafaudait un autre plan diabolique. Elle a pris Martha et Carter à part et a suggéré qu'ils prennent le reste de l'eau potable et la vendent pour gagner plus de grains et de provisions. Est-ce que ces trois-là, aveuglés par la cupidité, allaient vraiment s'emparer de l'eau potable? La proposition de Jessica fut rapidement appuyée par Martha et Carter. Pendant que Luc et moi conduisions les villageois à couper de la glace pour l'eau, tous les trois se sont faufilés dans la réserve et ont caché plusieurs seaux d'eau potable sous leur manteau. Ils se sont glissés discrètement hors du bunker, comptant vendre l'eau aux villageois. Ils n'étaient pas allés loin quand ils sont tombés sur Monsieur Henderson, revenu chercher des outils. En voyant les seaux dans leurs bras et les villageois morts de soif, il les a immédiatement arrêtés. Il a dit avec sérieux, « Les enfants, les villageois meurent de soif. Laissez cette eau pour eux, ne la vendez pas. » Mais Jessica n'en avait rien à faire. Elle a repoussé Monsieur Henderson et a lancé avec méchanceté, « Cette eau est à nous. On en fera bien ce qu'on veut. Ça ne vous regarde pas. Alors mêlez-vous de vos affaires. » Monsieur Henderson était âgé et déjà en mauvaise santé. Poussé comme ça, il est immédiatement tombé au sol, sa jambe heurtant une pierre. Il a grimacé de douleur, incapable de se relever. Les villageois ont entendu l'agitation et se sont attroupés. En voyant Monsieur Henderson à terre, et en apprenant que Jessica essayait de vendre de l'eau potable, ils sont entrés dans une rage folle. Ils ont tous accusé Jessica d'être sans cœur. Quelqu'un a immédiatement aidé Monsieur Henderson à se relever, en vérifiant ses blessures. Ils ont vu que sa jambe était enflée, et qu'il ne pouvait plus marcher. Luc et moi avons aussi accouru. En voyant la scène, on a vu rouge. Luc a attrapé le bras de Jessica et lui a crié de remettre l'eau, menaçant même de les mettre tous dehors. Martha s'est immédiatement précipitée pour protéger Jessica, en se disputant bruyamment avec les villageois. Elle a accusé les villageois de les intimider et a même dit que Monsieur Henderson l'avait bien cherché. La situation était complètement chaotique. La colère des villageois ne faisait qu'enfler. Certains retroussaient déjà leurs manches, prêt à leur donner une leçon. Je me suis interposée rapidement pour calmer tout le monde et apaiser la colère des villageois. J'ai promis de faire soigner Monsieur Henderson, et de garder Martha, Jessica et Carter sous contrôle. Bien que les villageois se soient temporairement calmés, les regards qu'ils lançaient aux trois étaient meurtriers. Cette fois, la colère collective ne sera pas facile à apaiser. Martha, Jessica et Carter peuvent-ils vraiment s'en tirer indemnes? Après toute cette histoire de revente d'eau, et d'avoir poussé Monsieur Henderson, Luc et moi avons enfin compris qu'on ne pouvait plus supporter Martha et sa bande. Les provisions s'épuisaient de plus en plus vite. Si ça continuait, on pourrait finir par avoir des ennuis nous-mêmes. Alors, on a mis en place un système de rationnement strict. Chaque personne avait droit à une quantité fixe de nourriture et de carburant par jour. Personne n'avait le droit de dépasser la limite. Mais Martha refusait de suivre les règles. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait. Pendant que je ne regardais pas, elle a pris en secret les brioches vapeur et la viande séchée destinée à Luc et les a données à Carter. Elle a aussi pris les couettes épaisses qui appartenaient à moi et à Luc et les a portées chez Carter et Jessica, nous laissant avec des couvertures fines. Il gelait la nuit. Luc et moi tremblions de froid, arrivant à peine à dormir. Quand Luc l'a découvert, il n'a plus supporté. Il a affronté Martha en face. Mais Martha a dit avec suffisance, « C'est toi l'aîné, alors tu devrais céder à Carter. Il est l'espoir de notre famille. Il ne supporte pas la moindre injustice. Et alors s'il a un peu froid, a-t-elle ajouté, ce qui a transpercé Luc en plein point sensible comme un couteau. Dans ma vie antérieure, Martha était tout aussi partiale, donnant toutes les meilleures choses à Carter. À la fin, elle a même aidé Carter à nous jeter dehors, en prenant tout ce qu'on avait. Luc a complètement pété les plombs. Il a crié à Martha, « J'en ai fini de céder. Si tu continues à faire des favoris, alors prends-le et pars. Ne nous entraîne pas dans ta chute, a-t-il rugi, laissant Martha intimidée par sa colère. Son visage a pâli, et elle s'est calmée un moment, n'osant plus toucher aux provisions ouvertement. Mais je pouvais voir.
que son ressentiment envers Luke grandissait de jour en jour. Ses yeux étaient pleins de venin. Elle n'arrêtait pas de nous lancer des regards, à Luke et moi, en train de manigancer quelque chose. Carter et Jessica, amers à cause des provisions réduites, bouillonnaient de ressentiment. Ils se plaignaient souvent dans notre dos, disant que Luke et moi leur rendions la vie dure exprès. Je savais que Martha n'allait pas simplement laisser passer ça. Elle complotait sûrement une vengeance en secret voulant nous écraser et prendre toutes les provisions pour elle. Quelle mauvaise blague allait-elle nous faire? La nuit éternelle était toujours glaciale. La vie au village devenait de plus en plus dure. Ce matin-là, des cris affolés ont retenti depuis une des maisons du village. C'était leur nouveau-né, qui avait soudain une forte fièvre. La situation était critique. À cause de la nuit éternelle et de la pluie verglaçante, il ne pouvait pas emmener le bébé en ville pour le soigner. Il n'avait plus de médicaments à la maison depuis longtemps. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tenir le bébé et mendier des médicaments de porte en porte. Les villageois étaient gentils et simples. Ils ont tous donné un coup de main. Mais tout le monde commençait à manquer de médicaments. Il n'y avait plus aucun médicament contre la fièvre. Quelqu'un s'est souvenu que Luke et moi avions fait des réserves de médicaments. Alors ils se sont précipités vers le bunker avec le bébé, en suppliant qu'on les aide. À ce moment-là, Luke et moi étions dehors en train de vérifier les routes. Il n'y avait que Martha et les deux autres au bunker. Le villageois s'est agenouillé, tenant le bébé, et a supplié désespérément Martha de lui donner un médicament contre la fièvre. Il a dit que si elle pouvait sauver le bébé, il échangerait tout le grain qu'il avait, même si cela voulait dire donner jusqu'au dernier grain. Mais Martha a pris un air froid et sans cœur. Elle restait assise près du feu sans broncher. Elle a dit que les médicaments étaient pour sa propre famille, et non pour des étrangers. Elle a même lancé avec mépris que les enfants de Plouk ne valaient rien dès la naissance. Une simple fièvre, et vous en faites tout un plat? Le gamin pourrait même ne pas s'en sortir. Pourquoi gaspiller les médicaments? En voyant cela, Jessica a tout de suite essayé de faire monter le prix. Elle a dit aux villageois, « Vous voulez un médicament contre la fièvre? Très bien. 10 livres de grains pour un comprimé, pas une once de moins. » Carter est aussi intervenu, disant que c'était un accord équitable. « Si vous n'en voulez pas, partez. Ne traînez pas et ne troublez pas leur repos. » Voyant son bébé dans un état critique, le villageois était furieux et désespéré. Les larmes ruisselaient sur son visage. Il a failli en venir aux mains avec eux trois. Mais avec le bébé dans les bras, il n'osait pas faire un geste. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer à supplier. Peu à peu, de plus en plus de villageois se sont rassemblés autour. Tout le monde était dégoûté par ce que faisaient ces trois-là. Ils les traitaient tous de sans-cœur, sans aucune humanité. Mais Martha et les deux autres n'ont pas bronché. Ils étaient bien décidés à faire monter le prix. Le bébé a encore empiré. S'il n'était pas soigné à temps, sa vie serait en danger. Est-ce que Luke et moi pourrions revenir à temps? Un villageois tenait un bébé dans ses bras. Il a supplié devant la porte du bunker pendant plus d'une demi-heure. Sa voix était rauque. Martha et les deux autres ne voulaient pas lui donner de médicaments. Ils se sont même moqués de lui. Ils disaient qu'il était là pour leur soutirer des médicaments. De plus en plus de villageois se sont rassemblés autour. Leur colère ne cessait de grandir. Quelqu'un s'est mis à marteler la porte du bunker. Ils ont furieusement maudit les trois pour ne rien faire. À ce moment critique, Luke et moi sommes revenus. En voyant ce qui se passait, et en entendant ce que les villageois avaient à dire, je me suis immédiatement mise en colère. Je me suis frayé un chemin dans la foule et j'ai fait irruption dans le bunker. J'ai attrapé des médicaments contre la fièvre et des anti-inflammatoires dans la réserve. Je les ai donnés au bébé tout de suite. Puis j'ai essuyé le front du bébé avec de l'eau tiède, pour faire baisser la fièvre. Luke, pendant ce temps, a crié après Martha et les deux autres. Il les a accusés de ne pas avoir une once d'humanité. Ils sont restés là à ne rien faire. Ils ne voulaient même pas épargner un bébé. Mais Martha cherchait encore des excuses. Elle prétendait qu'elle essayait de préserver les médicaments. Et si nous tombions malades nous-mêmes? Ensuite, nous serions ceux qui n'auraient plus rien. Jessica a aussi renchéri, les villageois pouvaient se débrouiller seuls. Ils ne pouvaient pas toujours compter sur nous. Comptez sur nous. Je les ai regardés froidement. Vous mangez notre nourriture, utilisez nos affaires, et vous avez encore le culot de dire ça. Ce médicament est à moi. Je le donne à qui je veux. Ça ne vous regarde pas. Je me suis occupée du bébé, tout en calmant les villageois. J'ai dit à tout le monde de ne pas s'énerver. Au bout d'un moment, la fièvre du bébé a progressivement baissé. La respiration du bébé est devenue beaucoup plus régulière. Les villageois ont finalement poussé un soupir de soulagement. Ils n'arrêtaient pas de remercier Luke et moi. Mais les regards qu'ils lançaient à Martha et aux deux autres étaient glacials. Je savais qu'après cela, la haine des villageois envers les trois avait atteint son paroxysme. Ils ne les supporteraient plus. J'ai regardé Martha et les deux autres. J'avais déjà pris ma décision. Ils ne feraient que causer plus de problèmes ici. Ils pourraient même nous entraîner avec eux. Je devais trouver un moyen de les chasser du village. Je leur ferais payer pour ce qu'ils avaient fait. Mais ils ont refusé de céder. Comment puis-je enfin me débarrasser de ces trois nuisibles? Une fois le bébé hors de danger, la colère des villageois brûlait toujours. Ils ont tous afflué chez le maire Miller, racontant tous les méfaits de Martha et de sa bande. Provoquer des bagarres, accaparer les provisions, faire des prix abusifs, laisser des gens mourir, bousculer Monsieur Anderson, maltraiter Booster, chaque offense impardonnable. Le maire Miller en avait déjà assez d'eux,
et les plaintes des villageois n'ont fait qu'attiser sa fureur. Il a décidé de mener les villageois pour les affronter, exigeant des excuses, la restitution de ce qu'ils avaient amassé, et une compensation pour les frais médicaux et le traumatisme de Monsieur Anderson. Cet après-midi-là, le maire Miller a mené une douzaine de villageois à la porte du bunker. Le vacarme a fait pâlir Martha et sa bande. Luc et moi, nous sommes restés là, sans lever le petit doigt pour les arrêter. Ils l'ont bien cherché. Ils ne peuvent pas échapper à la punition qu'ils méritent. Le maire Miller a pointé le doigt en plein visage de Martha, énumérant leurs méfaits un par un, exigeant qu'ils s'excusent sur le champ, qu'ils remettent tout le grain et le bétail acquis par leur profit, et qu'ils en utilisent une partie pour dédommager M. Anderson. Martha voulait piquer une crise, mais les villageois lui lançant des regards meurtriers, ses jambes se sont dérobées et elle n'a pas osé. Elle a dit à contre-cœur à Carter d'aller chercher la cachette. Jessica, incapable de laisser tomber, marmonna entre ses dents pourquoi il devrait, mais un jeune villageois a répliqué que c'était parce qu'il s'était enrichi sur la souffrance des gens et avait poussé un vieil homme en le laissant pour mort, ce qui a fait que Jessica a fermé sa bouche, effrayée, la tête basse. Carter a pris tout son temps pour déménager les affaires, ses yeux dégoulinaient de venin, lançant des regards haineux à Luc et à moi, comme s'il nous détestait de ne pas l'avoir soutenu. Après les excuses et le remboursement, le maire Miller les a avertis de ne plus créer d'ennuis sinon ils seraient jetés dehors dans le froid glacial, et ce n'est qu'à ce moment-là que les villageois se sont dispersés lentement. Une fois qu'ils furent partis, Martha a déversé sa colère sur nous, nous accusant d'avoir délibérément laissé les villageois la bousculer. Carter et Jessica ont renchéri, jouant les pauvres victimes. Je leur ai lancé un regard froid. Vous l'avez cherché, et vous n'avez à blâmer que vous-même, alors si vous causez encore des ennuis, les villageois n'auront même pas besoin de lever le petit doigt parce que nous vous mettrons dehors nous-mêmes, laissant les 300 voix, personne n'osant répliquer. Cette nuit-là, quand je me suis levée, j'ai aperçu Martha qui cachait sournoisement un demi-paquet de rations sèches dans son chemisier. Ses yeux ont balayé les alentours. Il était clair qu'il n'allait pas se tenir à carreau, et cacher des rations signifiait qu'il préparait un sale coup. Après que les villageois sont venus réclamer des explications, Martha et les deux autres ont nettement baissé le ton. Ils n'osaient plus causer de problèmes ouvertement, mais ils se relâchaient à chaque occasion. Ils mettaient même secrètement de côté leurs propres rations, espérant les économiser et les cacher. Luc et moi l'avons remarqué, mais nous ne les avons pas confrontés. Nous avons simplement gardé un œil plus attentif sur la réserve, et je gardais la clé sur moi en permanence. La jambe de Monsieur Henderson n'était toujours pas guérie. Chaque jour, j'apportais des médicaments et je changeais ses pansements. Il me tenait la main et n'arrêtait pas de soupirer. Il disait que Martha et les autres ne changeraient jamais leur comportement, et nous a dit de rester sur nos gardes. J'ai souri et hoché la tête. Je savais que je devais rester vigilante. Mais s'ils osaient encore causer des problèmes, je ne les ménagerais plus. Ce jour-là, à midi, je rangeais les médicaments. J'ai remarqué qu'un petit flacon d'antibiotiques manquait. C'était le flacon de rechange pour Monsieur Henderson. C'était une forte dose, de quoi faire plusieurs doses. Je me suis immédiatement mise en alerte. Je me suis retournée et j'ai vu Jessica, des miettes au coin de sa bouche, le regard fuyant, ne voulant pas croiser mon regard. Où est le médicament ? Demandai-je d'un ton froid. Jessica a bafouillé qu'elle ne savait pas. Martha est vite intervenue pour calmer le jeu, disant que je l'avais peu, être égarée. Elle a même tiré Jessica en arrière, essayant de la cacher. Luc a vu ça, et a immédiatement fouillé tout leur sac. Effectivement, il a trouvé les antibiotiques dans le sac à dos de Jessica. Il y avait aussi plusieurs barres de rations cachées juste à côté. La preuve était là, sous nos yeux. Jessica ne pouvait plus le nier. Elle a baissé la tête et avoué qu'elle voulait cacher le médicament et le revendre plus tard à un prix élevé. Luc était tellement en colère qu'il a failli la frapper. Mais je l'ai arrêté. Puisque vous aimez cacher des choses, remettez-moi toutes vos provisions. Vous recevrez vos rations chaque jour, dis-je froidement. Les trois étaient réticents, mais ils n'ont pas osé résister. Je pensais que ça les tiendrait tranquilles. Mais cette nuit-là, un léger bruit est venu de l'extérieur du bunker. Est-ce qu'ils complotaient pour sortir en cachette et semer la pagaille ? On a entendu un bruit à l'extérieur du bunker. Luc et moi avons échangé un regard. On s'est levé sans faire de bruit. On a avancé à tâtons vers la porte dans le noir. On a regardé à travers la fente. Au clair de lune, deux silhouettes sortaient du village en douce. C'était Carter et Jessica. Ils portaient tous les deux des sacs bien remplis. Ils cachaient clairement quelque chose. Où vont-ils ? Luc a chuchoté. J'ai secoué la tête. J'étais pleine de doutes. Au-delà du village, la nuit éternelle était pleine de dangers. Ils manigancent sûrement quelque chose pour oser sortir. On les a suivis discrètement. On les a vus se diriger vers l'ancienne animalerie. Ils semblaient porter des provisions sèches et des vêtements chauds. À mi-chemin, ils se sont arrêtés. Ils se sont accroupis dans la neige, en chuchotant. Luc et moi, on s'est cachés derrière un arbre. On arrivait à peine à comprendre ce qu'ils disaient. Ils allaient en ville pour trouver quelque chose de précieux. Et ils emmèneraient Martha avec eux. Ils n'auraient plus jamais à nous supporter. Alors ils prévoyaient de s'enfuir. Et ils voulaient récupérer des provisions en ville. À ce moment-là, au loin,
des loups hurlaient. C'était sinistre et perçant. Carter et Jessica tremblaient de peur. Ils n'osaient pas faire un pas de plus. Ils ont fait demi-tour et sont partis en courant. Certaines de leurs affaires sont tombées. Ils ne se sont pas arrêtés pour les ramasser. On s'est caché rapidement. Après leur départ, on est allé voir ce qu'ils avaient laissé tomber. On a trouvé un plan de la ville parmi les affaires. Il indiquait l'emplacement de plusieurs supermarchés et pharmacies. De retour au bunker, Martha faisait toujours semblant de dormir. Elle s'est dressée d'un bond en entendant nos pas. Elle a demandé nerveusement à Carter et Jessica où ils étaient allés. Ils ont bafouillé qu'ils étaient sortis prendre l'air. Martha ne les croyait visiblement pas, mais elle n'a pas insisté. J'ai fixé le plan caché dans les bagages. Je devenais méfiante. Ils voulaient les provisions de la ville. Est-ce qu'ils oseraient recommencer? Après le hurlement du loup, le village est devenu encore plus tendu. Les villageois n'osaient pas sortir, de peur de tomber sur des bêtes sauvages. Luc et moi avons renforcé la clôture autour du bunker. Nous avons aussi répandu de la chaux à l'entrée. Ça évite de glisser et sert d'avertissement. Buster semblait sentir le danger. Chaque jour, il montait la garde à la porte du bunker, l'œil aux aguets. Martha et les autres ne parlaient plus de partir. Mais ils sont devenus très attentifs. Ils ont proposé de faire bouillir de l'eau et de couper du bois, et n'arrêtaient pas de venir nous lécher les bottes, disant qu'ils voulaient reconnaître les routes avec nous. Je voyais clair dans leur jeu. Ils voulaient juste nous suivre pour trouver un chemin vers la ville et chercher des provisions. C'est trop dangereux dehors. Rester dans le bunker et surveiller les provisions. J'ai refusé catégoriquement. Le sourire sur le visage de Martha s'est évanoui en un instant. Mais elle a quand même forcé un sourire et dit « Eh bien, soyez prudents, vous deux, nous surveillerons l'endroit. » Mais quand nous sommes revenus de dehors, nous avons constaté que la porte du débarras avait été trafiquée. La serrure n'était pas cassée, mais la marque que j'avais laissée avait bougé. Luc a immédiatement vérifié les provisions. 2 barils de diesel et quelques paquets de biscuits manquaient. Sans surprise, Martha et ses 2 complices ont fait le coup. Ils devaient se préparer à fuir, en cachant des provisions. Je les ai confrontés tous les 3, mais ils n'ont pas voulu avouer. Ils ont même retourné la situation contre nous, nous accusant de les avoir piégés. Alors que nous étions en train de nous disputer, les villageois ont commencé à crier devant la porte du bunker. Ils ont dit que des traces d'animaux avaient été trouvées à la lisière et du village, se dirigeant droit vers le bunker. Tout le monde s'est immédiatement crispé. Ils ont attrapé des outils et monté la garde. Martha et ses acolytes sont devenus blancs comme des linges, blottis dans le coin, tremblants comme des feuilles. Mais j'ai repéré Carter fourrant le diesel caché dans son manteau. Il essayait de s'échapper dans la pagaille. Les empreintes de la bête se rapprochent. Les villageois se sont rassemblés près du bunker. Ils tenaient des pelles et des machettes à la main. Ils étaient prêts à tout. Luc m'a dit de prendre Buster et de me cacher dans le bunker avec les villageois. Il est resté dehors avec quelques villageois plus jeunes pour monter la garde. Martha et ses 2 acolytes se serraient au fond du bunker. Ils n'osaient même pas respirer. Mais le bidon de diesel dans les bras de Carter dépassait. Je l'ai vu comme en plein jour. Au bout d'un moment, plusieurs hurlements de loups ont retenti à nouveau. Mais aucune bête n'est apparue. Elle avait dû sentir la chaux et n'osait pas s'approcher. Les villageois ont lentement poussé un soupir de soulagement. Luc est revenu dans le bunker. Alors que tout le monde s'apprêtait à partir, Martha a soudain crié « Ma nourriture a disparu » et c'est forcément un villageois qui l'a volée, un cri qui a immédiatement provoqué un tollé. Le maire Miller a froncé les sourcils et dit « Les villageois ne feraient jamais une telle chose », ce qui montrait que Martha cherchait clairement des ennuis. J'ai ricané. En montrant le bidon de diesel de Carter, j'ai dit « La nourriture n'a pas disparu, mais si on avait perdu 2 bidons de diesel, quelqu'un aurait pu en profiter pour filer, pas vrai ?» Ce qui a fait pâlir Carter. Il a vite caché le bidon derrière son dos. Mais il était déjà trop tard. Les villageois avaient tout vu. Ils ont explosé, criant que les 3 étaient incorrigibles, tandis que le maire Miller tremblait de colère. Il a décidé sur le champ de les expulser du village. Martha a encore essayé de piquer une crise, mais 2 villageois l'ont attrapée par les bras. Elle ne pouvait pas bouger. Alors qu'on s'apprêtait à les jeter dehors, un bruit sourd a soudain retenti à l'extérieur du bunker. Il était mêlé aux cris des villageois. Luc s'est précipité dehors pour vérifier. Je l'ai suivi de près. Nous avons trouvé un villageois touché par un objet inconnu. Il gisait inconscient dans la neige. Et dans la neige, plus loin, une traînée d'empreintes énormes est apparue. Elles étaient plusieurs fois plus grandes que des empreintes de loup. C'est quoi, cette chose? On a vu d'énormes traces de pas. Tout le monde a paniqué. Les traces étaient de la taille d'une paume avec des bords tranchants, pas comme celles d'un loup ou d'un chien errant. Le villageois inconscient saignait du front. Sa respiration était faible. J'ai attrapé la trousse de premier secours et je l'ai soignée. Pendant ce temps, Luc a rassemblé quelques villageois pour suivre les traces et voir ce qui se passait. Il nous a dit de garder la porte du bunker fermée et de ne pas sortir. Ce brusque revirement a fait peur à Martha et aux 2 autres à les faire mourir de peur. Ils n'osaient plus insister pour rester. Ils n'arrêtaient pas de nous supplier de ne pas les jeter dehors, disant qu'il y avait des monstres dehors et que sortir signifiait une mort certaine. J'ai regardé leur état pitoyable et je n'ai ressenti aucune pitié. Mais je savais aussi que ce n'était pas le moment de les mettre dehors. Le danger inconnu dehors faisait plus peur qu'eux. Après plus d'1 heure, Luc et les autres sont revenus avec des mines sombres.
Il a dit que les traces menaient jusqu'au bois à l'extérieur du village, et disparaissaient à mi-chemin. On dirait que la chose était retournée dans les bois, mais elle pourrait revenir. Les villageois terrifiés disaient tous vouloir s'installer dans le bunker. Le bunker avait beaucoup d'espace et était plus sûr. Luc et moi étions d'accord, cette nuit-là, le bunker était plein de monde. Tout le monde montait la garde à tour de rôle, n'osant pas baisser la garde. Martha et les 2 autres étaient blottis dans un coin. Quand personne ne regardait, ils ont discrètement pris la nourriture séchée que les villageois avaient mise de côté et l'ont fourrée dans leurs vêtements. Je l'ai vu clairement mais je ne les ai pas dénoncés tout de suite. À ce moment-là, on avait besoin de toutes les mains. Une fois la crise passée, on réglerait les comptes avec eux. Aux petites heures, le villageois de garde a soudain crié « Ça arrive !» Quelque chose a heurté la porte du bunker avec un bruit sourd, la lumière du feu vacillait, tout le monde a attrapé des outils et a regardé la porte nerveusement. Martha a hurlé de terreur, mais Carter s'est levé d'un bond et s'est précipité vers la porte du bunker. Essayait-il d'ouvrir la porte et de se rendre, ou était-ce un autre plan ? Épisode 28. Après que le feu a repoussé les monstres, ils ne sont plus jamais réapparus, la nuit éternelle s'est lentement dissipée, la lumière du soleil a percé les nuages et a inondé la terre, la pluie verglaçante s'est arrêtée, et la température a lentement remonté, mettant fin à la longue apocalypse. Un autre mois passa, l'électricité et les communications dans la ville furent entièrement rétablies, les équipes de secours déblayèrent les routes entre la ville et la campagne, et la société était complètement revenue à la normale. Alors après en avoir parlé avec Luc, nous avons décidé de vendre la maison en ville, car elle contenait trop de souvenirs douloureux de notre vie antérieure, et il n'y avait personne ni rien que nous voulions garder. Nous voulions rester à la campagne, avec les villageois qui s'étaient soutenus mutuellement pendant l'apocalypse et construire une vie ensemble. Le bunker avait été témoin de notre vengeance et de notre détermination, mais au final, il était trop rudimentaire. Alors avec les provisions qu'il nous restait, nous avons construit une toute petite maison neuve à côté du bunker, où la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, chaude et lumineuse, et Buster se sentit complètement chez lui dans ce nouvel endroit, courant partout dans la cour chaque jour, puis s'allongeant près de la porte au soleil quand il était fatigué, plus jamais effrayé ou anxieux, tandis que Luc, qui avait toujours eu le don de réparer les choses et qui ne pouvait pas rester sans rien faire, se porta volontaire pour réparer les outils agricoles cassés des villageois et renforcer leur maison, allant parfois jusqu'à diriger les jeunes villageois dans la construction de hangars de stockage, rendant tout le village reconnaissant pour tout ce qu'il faisait. J'ai trié les provisions restantes et j'ai ouvert une petite épicerie générale à l'orée du village, vendant des produits de première nécessité comme l'huile, le sel, la sauce soja, le vinaigre et les médicaments restants, en gardant des prix justes pour faciliter la vie des gens du coin, et chaque matin quand j'ouvrais, les villageois venaient faire leurs achats, et discuter de choses de la vie quotidienne, plein de la chaleur de la vie quotidienne, une paix que je n'avais jamais connue dans ma vie antérieure, et pendant notre temps libre, Luc et moi promenions Buster autour du village, flânant le long de la rivière pendant que la glace fondait, saluant et plaisantant avec les villageois que nous croisions, regardant les jeunes courir dans la lumière du soleil, et des anciens assis devant leur porte, profitant du soleil, tandis que des odeurs de cuisine s'échappaient de chaque maison. Mon cœur débordait d'émotion. Dans ma vie antérieure, je suis morte de froid dans la rue, et même si l'image de la mort tragique de Buster me traversait parfois l'esprit, elle ne me bouleversait plus. Il ne restait que de la gratitude, reconnaissante que nous soyons nés de nouveau et ayons réécrit notre fin tragique. Reconnaissante d'avoir vengé notre dette de sang et de nous être débarrassés de Martha, Carter et Jessica. Encore plus reconnaissante qu'au plus profond de l'apocalypse, nous ayons tissé des liens si précieux avec nos voisins, et avec toutes ces souffrances passées, maintenant j'ai mon bien-aimé à mes côtés, mon chien fidèle qui me tient compagnie, et des gens gentils et simples autour de nous.